Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer, de présenter dans le cadre du colloque de la FRC. Vous l'avez bien compris, l'année prochaine, ce sera avec un grand plaisir de vous recevoir dans la ville de Québec. Je vous rassure, ce sera en septembre. Il n'y aura pas trop de neige, il ne fera pas moins 30. Donc, vraiment, ça sera vraiment tout un plaisir de pouvoir vous recevoir l'année prochaine. Je remercie aussi le comité organisateur de la FRC parce que c'est toujours beaucoup d'organisations. Je pense que je vais le savoir un peu plus l'année prochaine. Mais avec les derniers événements de dernière minute, vraiment une équipe impeccable. Donc, bravo à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler du déploiement de la remédiation cognitive dans la francophonie, donc à différents endroits. On commence par traverser l'Atlantique. Vous voyez, c'est pas si pire. Donc, on va faire ça rapidement. Je vais vous faire un portrait de la pratique de la remédiation cognitive au Québec. Je tiens à remercier, avant de débuter, les collaborateurs que j'ai identifiés là ici sur ma présentation, des gens de mon équipe, mais surtout aussi les gens, les neuropsychologues qui ont complété mon enquête au Québec, et vous allez voir pourquoi je les ai sollicités. Donc, le déploiement de la remédiation cognitive s'effectue à différents rythmes, évidemment, à travers la francophonie. On va avoir un portrait ce matin en Tunisie, en Corse, en Suisse, et on commence par le Québec. Donc, actuellement, au Québec, juste un mot très rapide pour dire que l'évaluation des troubles mentaux se fait évidemment par les médecins, les psychologues, des professionnels qualifiés. Pour ce qui est de l'évaluation neuropsychologique, ce sont les psychologues détenteurs d'une attestation depuis 2012 qui peuvent faire une évaluation du fonctionnement neuropsychologique. Et donc, c'est avec cette attestation-là que c'est possible de produire des bilans neuropsychologiques. En ce qui concerne l'intervention au Québec, c'est réglementé, évidemment, par l'Ordre des psychologues du Québec. Normalement, pour faire de la psychothérapie, il faut avoir un cursus qui permet d'en faire. Donc, les psychologues, plusieurs professionnels de la santé qui répondent aux exigences, les médecins, évidemment, psychiatres. Et pour faire de la psychothérapie, ça prend de la formation continue, une fois qu'on a le diplôme, de 90 heures de formation continue à tous les 5 ans. Donc, vraiment, il faut se tenir bien informé. Puis la psychothérapie, ça comprend, par exemple, la thérapie cognitive comportementale, thérapie systémique, psychodynamique. Par contre, lorsqu'on parle d'intervention, la remédiation cognitive n'est pas considérée comme de la psychothérapie. Donc, la remédiation cognitive n'est pas une intervention qui est réglementée au Québec actuellement. C'est-à-dire que plusieurs professionnels peuvent la pratiquer sans souci, mais habituellement, on fait des interventions pour lesquelles on est compétent. Et c'est dans ce contexte-là que quand on m'a mandaté de faire un portrait de ce qui se passe au niveau de la remédiation cognitive au Québec, mais je me suis dit, je vais commencer par faire un portrait plus précis de ce qui se fait par les neuropsychologues au Québec, puisque ce sont eux qui font les évaluations neuropsychologiques, qui ont une connaissance de la cognition. Par contre, d'autres professionnels pourraient faire de la remédiation cognitive aussi, mais c'est qu'au Québec, on n'a pas de DU en remédiation cognitive, on n'a pas de formation spécifique pour faire de la remédiation cognitive. Donc, bref, mon enquête est spécifique aux neuropsychologues pour comprendre les besoins, les facilitateurs, les barrières au développement de la remédiation cognitive au Québec. Donc, ça donne un premier portrait, mais peut-être pas exhaustif de tout ce qui peut se faire au Québec, parce que c'est certain que d'autres professionnels peuvent en faire aussi. Donc, il faut garder ça en tête quand je vais vous remettre les résultats. Donc, c'est une enquête qu'on a faite au Québec, donc l'été dernier. On a travaillé avec l'Association québécoise des neuropsychologues. Donc, tous les neuropsychologues au Québec, normalement, font partie de cette association-là. Donc, ça permet de les rejoindre directement. Donc, on a eu une infolette qui a été publicisée par la QNP, que je vais appeler la QNP, l'Association québécoise des neuropsychologues. Ça a été publié par l'Ordre des psychologues du Québec également. Et on a collecté les données jusqu'à la fin juillet. Donc, juste un petit mot sur les répondants. Donc, 83 répondants ont répondu à l'enquête. La plupart ont environ 14 ans de pratique en neuropsychologie.
60% viennent de la région de Montréal, de la Montérégie. C'est un portrait auquel on peut s'attendre, mais il y avait quand même plusieurs régions au Québec qui étaient représentées. Donc, intéressant. Et les caractéristiques de nos répondants, il y avait 2 caractéristiques principales, 2 critères d'inclusion, si vous voulez. Donc, il fallait avoir l'attestation d'évaluation des troubles neuropsychologiques qui est nécessaire pour faire les bilans, comme je l'ai expliqué, et pratiquer au Québec, parce qu'on voulait vraiment s'assurer qu'on avait notre portrait à nous. Donc, dans quel secteur de pratique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 72% des neuropsychologues qui ont répondu à l'enquête qui travaillent dans le secteur public et 22% dans le secteur privé. C'est ce qu'on voit. La plupart des psychologues au Québec, souvent travaillent dans les 2 milieux. Donc, c'est ça. J'en dirai pas plus là-dessus. Donc, au niveau de la clientèle principale, les répondants, il y avait des répondants de différents niveaux, là, vraiment au niveau de la jeunesse, neurologie. Une autre catégorie, un petit problème là. C'était en traumatologie, gériatrie. Ah non, c'était la traumatologie. Bon, écoutez, je me souviens pas de la couleur qui était là en rouge. Bref, c'était quoi, non? Ah, c'est psychiatrie. C'est ce qui manquait, effectivement. Donc voilà, c'est un bon exercice de mémoire. OK. Maintenant qu'on a parlé un peu des répondants, la pratique de l'intervention neuropsychologique et de la remédiation cognitive. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Vous allez voir ça, vous allez pouvoir le découvrir en même temps que moi. Donc, on avait la question, dans le cadre de votre pratique auprès de la clientèle, avez-vous recours à l'intervention neuropsychologique? On a utilisé le terme intervention neuropsychologique pour avoir un portrait un peu plus large que uniquement la remédiation cognitive. On avait des définitions claires à ce moment-là. Donc, on a 65% qui répondent de façon favorable. Et lorsqu'on demande le type d'intervention qui est fait, donc, on a de la psychoéducation sur les fonctions cognitives adaptées aux clients, 94%. Proposition de stratégie cognitive personnalisée, 93%. Aide à la mise en application de stratégies. Et remédiation cognitive avec un programme proprement dit, 44%. Donc, on voit que c'est la majeure, c'est beaucoup plus d'expliquer, de donner des stratégies, c'est plus des aspects compensatoires, mais on va aller un peu plus en détail. Donc, exactement ici, de quelle manière utilisez-vous l'intervention neuropsychologique? Donc, c'est pendant la rencontre de remise de résultats, pendant la rencontre de bilan. Donc, on va proposer des stratégies, on va parler de moyens de compensation. Il y a des recommandations qui sont étoffées dans les bilans également et des recommandations, des séances, à part entière dédiées à la remédiation, c'est 73%. Et pourquoi ne pas avoir recours à l'intervention neuropsychologique? Vous allez voir, j'ai souvent les facilitateurs, mais les barrières aussi, parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, pourquoi ne pas avoir recours à l'évaluation? Toutes les options, donc il y avait plusieurs options qui pouvaient être cliquées. Donc, un manque de connaissances ou de formation. Pour moi, ça m'interpelle. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de plus à faire là, au niveau de la formation pour les outiller davantage, parce qu'on comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les professionnels les plus susceptibles, les prêts pour faire de l'intervention. Il manque de connaissances et de formation, manque de temps. Pour moi, c'est des aspects administratifs ici. C'est des aspects qu'il va falloir discuter avec des gestionnaires. Ne fait pas partie des tâches cliniques. Manque de pertinence pour ma pratique. C'était certains commentaires de la part de neuropsychologues. Manque de budget. Et un aspect important là, qui était mentionné aussi dans l'enquête, dans les commentaires plus qualitatifs, c'est que la plupart des demandes au Québec, et je pense que c'est probablement la majeure pour d'autres neuropsychologues aussi à travers la francophonie, c'est des mandats d'évaluation qui sont principalement demandés aux neuropsychologues pour l'instant. Et le temps accordé à la remédiation cognitive. Donc, quel pourcentage de votre temps vous pouvez accorder à la remédiation cognitive? Vous voyez que 0% du temps, c'est 37%. C'est quand même important. Donc, on a 0% là, qui est consacré. 31%, c'est de 1 à 10%. Et puis, vous voyez, 50% et plus du temps consacré pour faire de l'intervention. Bien, c'est en jaune, là, c'était comme quelque chose comme 5%, là, à peu près, là. Donc, c'est la plus petite partie où ce serait la moitié du temps qui serait consacré à l'intervention. Donc, les mandats sont des mandats d'évaluation actuellement, principalement. Et dans le cadre de votre pratique clinique, avez-vous eu des demandes de la part de votre clientèle pour des services en remédiation? Donc, il y a des demandes, oui, mais je dirais que c'est moitié-moitié ici. On a 58% oui,
42% non. Est-ce qu'il n'y a pas de demande parce que les personnes usagères en connaissent pas ces soins-là, savent pas qu'ils pourraient en avoir de besoin? Quand on dit demander l'excellence en santé mentale, mais je pense qu'il faut justement faire connaître ces besoins-là davantage. Et si oui, quelle était la principale demande de votre clientèle, s'il y en avait? Eh bien, ici. Toujours des bons défis. Ce serait très bien d'avoir mon ordinateur pour pouvoir... comment? OK, plan A, ça fonctionne pas. Plan B, j'essaie de regarder dans mes courriels ma présentation pour pas vous dire de fausseté, comme je suis enregistrée. Donc, peut-être couper au montage un peu. OK. Donc, ça va très bien. OK. 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 Ben, je vous dis qu'en bleu, vous allez me croire sur parole. C'est entraîner les fonctions cognitives spécifiques avec un programme d'entraînement. Donc, ici, on parle d'apprentissage par enseignement, par pratique répétée. Offrir un suivi pour intégrer des stratégies compensatoires, c'était la partie en mauve. Oui. OK. Informer sur les différentes fonctions cognitives, c'était 23%, la partie en rouge. Et la dernière partie en, je sais pas, rose pâle, orange, entraîner des fonctions cognitives spécifiques avec un programme d'entraînement sans enseignement de stratégie, sans enseignement de pratique répétée. Okay. Donc, utilisation d'un programme. Lorsque vous utilisez est-ce que vous utilisez un programme de remédiation cognitive? Donc, ici, on a 22% oui et 77% non. Donc, c'est pas encore beaucoup les programmes qui ont vraiment percé chez les neuropsychologues. Ils vont se baser un peu plus sur les stratégies qu'ils connaissent dans la littérature. Ils vont essayer de les appliquer le plus possible sans nécessairement avoir un programme. Et donc, si oui, s'il y a un support, quel est le support utilisé? 50% c'est de type papier-crayon et logiciel informatique, 25%. Quel logiciel utilisez-vous? Le Goal Management Training, ça a été développé au Canada. C'est un programme qui s'intéresse particulièrement au développement des fonctions exécutives, autorégulation, résolution de problèmes. Donc, effectivement, je connais plusieurs neuropsychologues qui l'utilisent dans les milieux, a été traduit en français, très utilisé. MEMO est un programme qui a été développé par Sylvie Belleville à l'Université de Montréal, qui vise un entraînement là, des fonctions mnésiques, particulièrement pour les personnes qui sont en début d'évolution d'un trouble cognitif léger. Et circuit, je pense que j'ai peut-être contribué un peu à la formation là, de psychologues, neuropsychologues dans la région de Québec. Il y avait d'autres programmes aussi, mais c'était les principaux utilisés. Donc, au niveau ici de la description de la pratique, je ne passerai pas tout en détail, mais je trouvais ça intéressant, c'est des aspects un peu plus qualitatifs. Donc, on voit, je n'applique pas nécessairement un programme déjà construit, mais plutôt une série d'exercices que j'adapte à la condition du patient. Est-ce que si les programmes étaient davantage disponibles, est-ce qu'ils seraient plus utilisés? On peut se poser la question. Je propose des recommandations lors de la rencontre de bilan et, lorsque pertinent, quelques rencontres supplémentaires pour de l'application de stratégie, des aspects beaucoup plus compensatoires, encore une fois, qui ressortent dans les réponses qualitatives des répondants. L'application d'un programme de stimulation cognitive en petits groupes, il y a un programme Synapse qui a été développé par des neuropsychologues à Montréal, qui se base sur le programme compensatoire d'Elisabeth Twamley, qui est utilisé quand même de plus en plus au Québec. Donc, c'est intéressant. J'utilise des approches combinant la pratique répétée, l'enseignement de stratégie, personnalisation de stratégie, transfert au quotidien. Donc, c'est quand même les principes clés qu'on a vus là, dans la littérature pour pouvoir s'assurer de gains pour les personnes utilisatrices.
Pour la mise à jour des connaissances, comment les neuropsychologues, on voit, il y avait besoin de formation, plus de programmes, et comment on a questionné comment vous vous tenez à jour. La littérature scientifique, près de 72%, le congrès de la QNP, de l'Association québécoise des neuropsychologues. D'ailleurs, ils ont développé un comité de valorisation pour essayer de développer de plus en plus, ça fait 3 ans, là, les approches en remédiation cognitive. Ils offrent un peu plus de formation dans les dernières années. Donc, vraiment, pour nous, la QNP au Québec, c'est vraiment notre référence là, en termes de remédiation cognitive. Consultation de collègues, par exemple, formation spécialisée. Des opportunités de pratiquer de la remédiation cognitive, est-ce qu'il y en a 50-50? Oui, non. Mais vous allez voir à qui sont offertes les possibilités. Donc, à des cliniciens et à des étudiants. Beaucoup de neuropsychologues ont des stagiaires, donc des étudiants en psychologie, neuropsychologie, et souvent, ils voient ça comme une belle opportunité pour développer, mettre en place un programme, des suivis, parce qu'eux n'ont pas beaucoup de temps, parce que leur temps est principalement dédié à l'évaluation. Donc, c'est intéressant de voir comment les étudiants peuvent être des catalyseurs à ce moment-là dans l'implémentation de la remédiation. Ici, c'est intéressant. Pensez-vous que la remédiation cognitive est efficace pour améliorer les processus cognitifs? On a 66% des répondants qui disent oui. Et quand même, on a 33% qui sont incertains. Ils ne sont pas certains de l'efficacité de la remédiation cognitive, peut-être dépendamment des clientèles. On l'a vu au début de mon sondage, on a différentes clientèles qui sont où les neuropsychologues travaillaient. Mais quand même, je pense que ce que ça veut dire ici, c'est qu'il y a un besoin de transmettre un peu plus des informations sur les données probantes à des neuropsychologues. Maintenant, si on parle de facilitateurs. Okay. Donc, selon vous, les principaux facilitateurs pour pratiquer la remédiation cognitive au Québec. Avoir du temps, on n'est pas surpris, mais c'est quand même 82% des répondants. Efficace pour améliorer le quotidien de leur clientèle. Donc, d'avoir un peu plus les données probantes, de prendre des bons programmes pour eux, c'est important aussi. Se sentir compétent. Le sentiment de compétence est ressorti quand même comme important et ça passe par de la formation, bien évidemment. Puis, il faut que ce soit important pour leur clientèle. Donc, un besoin important pour les personnes concernées, mais encore faut-il les informer de ces options-là également. Les principaux obstacles, donc c'est le manque de temps dédié à la pratique, le manque de reconnaissance de cette pratique-là. Il n'y a pas de formation disponible pour former en remédiation, donc c'est vraiment un élément qui, selon 44% des répondants, là, il y avait plusieurs options, mais ça revient quand même souvent, il n'y en a pas assez de formation. D'autres professionnels le font dans mon équipe. Donc, c'est peut-être des professionnels qui ont un peu moins des mandats d'évaluation et un peu plus d'intervention. Donc, c'est plus facilitant pour eux. Et donc, c'est les principaux obstacles là, que je souhaitais partager avec vous. Puis, lorsqu'on leur demande, est-ce que vous aimeriez ça intégrer la pratique de la remédiation cognitive dans votre pratique? Et la réponse, c'est à 73% oui. Donc, il y a vraiment un intérêt. Il y a des barrières actuellement, là, comme on l'a vu, qui empêchent peut-être une mise en place optimale. Mais les éléments, lorsqu'on leur demande qui pourraient justement faciliter l'intégration de la remédiation, plus de temps, formation, définition claire du mandat du travail, qui fait quoi, et même j'ai envie de dire quand, à quel moment on l'offre dans la structure de soins. Et qui devrait la pratiquer? Là, évidemment, on a demandé à des neuropsychologues. Ils pensent qu'eux, évidemment, ils devraient pouvoir, avec l'attestation d'évaluation des troubles neuropsychologiques, ce qui fait du sens. Des psychologues et des neuropsychologues qui ont une formation aussi sur la cognition. 65% des répondants sont d'accord avec ça. Il y a 44% des répondants aussi qui disent que d'autres professionnels peuvent le faire en autant qu'ils aient une formation sur les programmes et sur la cognition également, ce qui fait moins partie du cursus universitaire. C'est pas typique pour d'autres professionnels de la santé au Québec d'avoir la formation vraiment importante sur la cognition. Donc, il y a une ouverture à travailler en équipe multidisciplinaire, donc c'est vraiment intéressant. Et les prérequis, donc ici, qu'est-ce qui serait nécessaire selon eux? Bien, des cours, des opportunités de formation au doctorat, des formations dans le cadre de l'OPQ. Lorsqu'on leur demande si ce serait nécessaire un diplôme universitaire, mais ils sont un petit peu moins favorables parce qu'eux ont quand même un doctorat en neuropsychologie. Ils se disent que peut-être qu'avec le doctorat qu'ils ont, ils sont en mesure, avec des formations complémentaires, de pouvoir le faire. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Donc ici, j'avais des commentaires, c'était le manque de temps, c'est vraiment le facteur principal.
Parlait aussi de changer un peu les mentalités au Québec, d'expliquer que ça fait partie des tâches qu'on devrait faire, de faire de la remédiation. Besoin urgent de l'intégrer dans la pratique de notre profession. Il y a quand même un manque de connaissances, ça devrait être globalisé. Vous voyez, il y a quand même des bons défis. Ça serait intéressant d'avoir des lignes directrices, des meilleures pratiques et formations. Ça, c'est un élément sur lequel je voulais miser. Et 19 minutes 45, je termine avec ma conclusion. Donc, à la lumière de cette enquête, comme je vous le disais, j'avais une bonne idée de ce qui se passait au Québec au niveau des neuropsychologues. J'enseigne au doctorat en psychologie sur les pratiques en remédiation cognitive. Je connais plusieurs neuropsychologues, je travaille avec différents milieux. J'avais une bonne idée, mais de faire cette enquête-là nous permet d'avoir une meilleure compréhension des besoins et des initiatives à venir. Donc, des besoins, il y a clairement un besoin de formation, je pense, qui ressort, vous l'avez vu comme moi. Des programmes, ça peut être au niveau de la cognition, également pour former d'autres professionnels parce qu'il y a une ouverture de travailler en équipe pour mieux déployer cette intervention-là. On a besoin de temps. Le temps, ça passe par des gestionnaires, par des décideurs, mais il faut travailler en collaboration avec eux, les convaincre que c'est pertinent, passer par les données probantes. Donc ça, clairement, pour moi, c'est pas juste en se disant on est quelques professionnels intéressés, on va en faire. Il faut vraiment qu'on travaille en collaboration avec les décideurs. Besoin de lignes directrices un peu plus claires. Qui fait quoi, comment on peut mieux structurer ce travail-là. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est les besoins principaux qui sont ressortis. Et dans les initiatives pertinentes jusqu'à maintenant, il y a le comité de valorisation de la QNP qui a été mis en place il y a 3 ans, qui vraiment organisait des formations encore cette année pour former de plus en plus à différentes approches, types d'interventions. Fait que ça, c'est vraiment bien parti. Dans les initiatives à venir, donc transfert des connaissances auprès des parties prenantes. Les parties prenantes, pour moi ici, c'est à la fois les neuropsychologues, d'autres intervenants du système de santé, les personnes concernées dès le départ, les questionner sur leurs besoins, leurs intérêts par rapport à ces interventions-là, et évidemment les décideurs, les gestionnaires. On doit s'assurer que l'information est bien transmise pour qu'il y ait un maillage de toutes ces informations-là. Je viens d'obtenir une subvention pour développer des groupes de neuroéducation au Québec pour des adolescents qui ont des traumas complexes et des jeunes adultes qui ont un trouble psychotique avec trauma complexe aussi. Et le but de cette subvention-là, c'est de travailler en équipe avec les personnes concernées qui présentent les difficultés, avec des intervenants, il y a des décideurs qui vont être avec nous, puis on va essayer de co-créer une intervention qui va satisfaire les besoins, puis qui va pouvoir être implémentée idéalement dans la structure du Québec en fonction de ce qui est possible, mais tout en poussant un peu plus loin nos objectifs pour essayer de s'assurer qu'on ait assez de temps pour implémenter ces nouvelles interventions-là. Et ça se fait en équipe, donc je ne ferai pas ça seul. Et je pense aussi que dans les initiatives pertinentes à développer pour mieux déployer cette intervention-là, c'est de bénéficier de toute l'expertise, l'expérience à l'international. Donc, on va le voir ce matin avec nos panélistes, où on est rendu à différents endroits, mais comment on peut s'aider mutuellement par nos différentes expertises et expériences. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi et c'est à encore mieux développer. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, votre tolérance à l'incertitude pendant quelques diapos. Et je remercie les membres de la QNP qui ont voulu bien compléter le sondage. Et donc, merci beaucoup pour votre écoute.